Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Profondeur. Je vous dis bonsoir, je dis bonjour à ceux qui nous suivront en rediffusion. Nous avons beaucoup de plaisir de vous retrouver. Et d'ailleurs, je vous dis que ces derniers temps, nous avons repassé les quelques émissions que nous avons produites depuis 12 ans maintenant. Et c'est très très curieux, chaque fois qu'on rediffuse une émission, il y a de nombreuses personnes qui ne l'avaient pas suivi, qui continuent à se demander si c'était si l'émission passait en direct. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a suivi les émissions, et donc ces rediffusions sont quand même importantes. Aujourd'hui, nous allons nous poser une série de questions. Est-ce que, plus de 50 ans après les indépendances, nous avons encore raison de nous plaindre des colonisateurs? Certains disent oui, certains disent non. Pour quelles raisons? Ces pièges sont-elles encore présentes? Nous répondrons à ce genre de questions aujourd'hui, j'espère, en attirant votre grande attention. Pour présenter cette émission, on va d'abord commencer par la dame. Léonie Candolo, bonsoir et bonjour. Bonjour, bonsoir, Kibambi. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce visage sur Profondeur. C'est donc avec plaisir que vous l'accueillez, j'en suis sûr. Deuxième personne, c'est M. Ashimba, Mubimba Ashimba. Monsieur Mubimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Kibambi Chiltois, bonsoir et bonjour. Troisième personne, c'est M. Roger Ganzumba. Monsieur Roger Ganzumba, c'est avec plaisir que je vous reçois. Bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Kibambi. Ceux qui seront les derniers seront peut-être les premiers au ciel. Enfin, monsieur Denis Manara. Monsieur Denis Manara, bonsoir et bonjour. Bonsoir, monsieur Kibambi. Non, je suis heureux là où je suis. Heureux là où vous êtes, hein? Oui. Très bien, merci. Alors, messieurs, bon, on a l'impression que dans toute l'Afrique, on essaie de tourner en rond. Ne parlons pas de l'Afrique, parlons de notre pays. Depuis les indépendances, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé un moment où tout le monde a été à l'aise, a réussi à manger à son aise. C'est soit des guerres, soit... en tout cas, nos assiettes ont continué à rester, pour certains, à moitié vides, pour d'autres, carrément vides. J'exagère à peine. Alors, comment nous sortir de ce piège? Parce que ce problème nous intéresse tous. Souvent, vous avez appris, chaque fois que vous vous promeniez, on vous dit, est-ce que les autorités vous écoutent? Mais c'est un travail, c'est une réflexion qui concerne tout le monde. C'est pour cela que nous allons nous y appesantir. Comment faire en sorte que le plus grand nombre des citoyens de la République démocratique du Congo puissent se sentir un jour à l'aise? Je n'ai pas dit tout le monde, parce que le ciel n'est pas encore ouvert aux mortels. Monsieur Cyril Moubimba. Oui, monsieur Jean-Pierre, j'ai aimé un terme que vous veniez d'utiliser, c'est le piège. On est dans un piège. Effectivement, on est dans un piège et j'en parlerai un peu plus loin. Mais je voudrais quand même dire de prime abord aujourd'hui que généralement on dit chez nous que nous avons beaucoup de potentialités. Et je me souviens une fois du professeur Mavi Moulumba quand il était premier commissaire d'État devant le Parlement. On lui a posé la question, il dit mais on ne fait pas le budget avec les potentialités. Les potentialités, il faut d'abord les transformer en richesse avant de faire un budget avec ces richesses. Les potentialités ne sont pas de richesse. Et alors, donc aujourd'hui, il y a trois facteurs qui se posent à nous. Ben, on peut dire Congo d'abord, mais aussi la plupart des pays d'Afrique et d'autres pays dans le monde aussi. Trois facteurs pour pouvoir faire de la valeur. Nous avons la nature qui nous donne le sol, les forêts, les eaux, les sous-sols, etc. Et nous avons la technique et la technologie qu'il nous faut pour transformer cela en richesse.
Mais pour les transformer, il faut une intelligence. Et cette intelligence, elle se trouve que chez l'homme. Donc, le capital humain. Donc, on doit commencer par là. Le capital humain, le travailler, lui donner de la valeur pour que l'homme puisse inventer des techniques ou les imiter chez les autres et prendre des technologies pour transformer son milieu en bien et créer des richesses. C'est ça qui nous manque. Oui, pour travailler sur l'homme, vous voyez la formation, l'éducation, l'information. Ça aussi, mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est la culture. Parce que nous devons tout, je l'ai souvent dit, je l'ai écrit aussi, nous ne devons décoller qu'à partir des valeurs endogènes, à partir de notre propre culture. Il faut ramener même ce que nous prenons chez les autres, doivent trouver un tronc et faire des greffons à un tronc naturel qui est notre culture. Et tant que ça serait dans la pensée des autres, dans le langage des autres, ça ne peut jamais marcher. Même ceux qui ont imité comme des Chinois et des Japonais, ils ont inculturé cette technologie. Merci beaucoup. Monsieur Manara. Vous posez une question, mais vous avez parfaitement raison. Mais attendez, il ne faut pas recourir à la langue de bois. Il faut parler simplement et dire cette vérité qui est lancinante et qui est blessante. 56 ans après, la vraie question est celle de savoir pourquoi avons-nous demandé l'indépendance. Le Congo a sombré. Vous êtes provocateur. Oui, non, pas du tout. J'ai dit la vérité. La description de ce qui est n'est pas une provocation. J'ai dit ce qui est. Les faits. Nous avons fait rater au Congo sa vocation de puissance économique. Il faut nous poser la question de savoir pourquoi. Moi, j'étais dans mon village. Depuis 50 ans, ils n'ont pas vu un véhicule. Alors qu'il en passait un ou deux par jour. Donc, on commençait à voir la civilisation. L'image de Sarkozy qui avait dit que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme... Il est sorti très vite de l'histoire. Et c'est vrai. Et moi, je vis la preuve dans mon village. C'est vrai, ce qui nous a causé l'indépendance comme tort, c'est de nous avoir sortis de l'histoire. Là, nous sommes en dehors du temps. Et par conséquent, en dehors de l'histoire. La vraie question est celle de savoir pourquoi. Pourquoi on a fait rater à ce pays qui a tout pour devenir une puissance, et ce pays qui est devenu la risée de tout le monde. Hein. Je vous fais remarquer que ce ne sont pas des Européens qui portent un jugement sur l'incapacité des Congolais à valoriser leurs richesses, mais ce sont les pays africains. Mais votre raisonnement part de votre village pour globaliser. Oh, ce qui se passe dans mon village, vous pouvez bien le retrouver à 150 km d'ici. Hein. D'accord. C'est vrai. Méfiez-vous. Le rond-point Sosimatien passe à le Congo. À 50 km d'ici, je vais vous donner un exemple. Un monsieur n'a qu'un morceau de linge autour de la taille. Quand il l'a lavé dans un ruisseau, il se cache dans le sous-bois pour attendre qu'il sèche. Et quand on a besoin d'un concert, on va le voir. Il est nu. Et il parle, et jusqu'à ce que son linge sèche pour qu'il rentre au village. Donc il y a des gens qui n'ont pas vu un billet de banque depuis 50 ans. Donc il faut savoir que c'est ça. Ce qu'on a fait, on a eu le pouvoir, c'est-à-dire on a chassé les Belges, on les a remplacés, on s'est assis là où ils étaient. Mais il y a un problème qui se pose, c'est celui de la gestion. On n'a pas géré le pays. Vous n'êtes pas en train de caricaturer un peu? Je ne caricature rien. Je vous dis simplement ceci. On a chassé les Belges, on a pris le pouvoir. Et ce à quoi on a assisté jusque-là, depuis le départ des Belges, c'est la conquête du pouvoir. Mais on a oublié de gérer le Congo. Monsieur Ganzumba. Oui. La question que vous posez, Monsieur Kibambi, est de savoir, on peut la résumer comme ceci: sommes-nous riches ou pauvres? L'homme, pour vivre, a besoin de biens. Il y a des biens en économie qu'on qualifie de libres,
c'est-à-dire l'air que nous respirons, c'est un bien libre. On ne paye rien pour la respirer. Mais les autres besoins pour se nourrir, pour se vêtir. Encore faudrait-il que cet air soit un peu plus pur, propre. Dans la nature créée par Dieu, l'air est pur. D'accord. C'est dans la nature Des biens polluée par libres. l'homme D'accord. que... Alors au départ, l'air était un bien libre appartenant à tout le monde, également selon le besoin de ses poumons, qu'ils soient petits pour un bébé ou qu'ils soient grands pour un adulte. Alors, les besoins d'existence, c'est-à-dire manger, se vêtir, se loger, ce sont des biens qui ne sont pas libres, qui nécessitent un travail qui va induire des revenus qui vont faire que vous pouvez acquérir ces biens-là. Et dans notre société traditionnelle, les biens qui venaient à part l'air, en plus de l'air à respirer, c'était le bien que nous prenions dans la nature par la chasse et la cueillette. Et quand nous avons été colonisés, Ou le ramassage. ou le ramassage, ça fait partie de la cueillette. Alors, quand nous avons été colonisés, le Belge a fait en sorte que, naturellement, dans les villages, dans les communautés locales, on continue de la même manière. Et c'est vers les années 50 qu'ils se sont imaginés d'augmenter la production avec la population globale du pays, qu'ils ont imaginé de créer plus de nourriture. C'est-à-dire qu'ils ont forcé les gens pour cultiver au-delà de leurs besoins familiaux. Et alors, les autres biens étaient organisés et produits, pas pour le Congolais, pas pour mais pour l'extérieur selon leur vision. Alors, comme le professeur Manara l'a dit, nous prenons l'indépendance. On doit succéder à une organisation que nous n'avons pas mise sur place. Mais elle devait se faire en fonction de nos intérêts. On doit manger. Comment on mange? Où on produit? Qui produit ce que nous mangeons aujourd'hui? Le plus grand producteur de manioc n'est pas connu. Le plus grand producteur de fumbo n'est pas connu. L'exemple vient de Cyril un jour. Le fumbo d'ailleurs, c'est un légume qu'on cueille dans la nature. On ne sait même pas comment ça pousse. Personne ne l'a étudié. Un peu libre, hein, non? Oui. Toujours... Personne ne s'est organisé. Personne ne s'est organisé pour qu'il y ait le fumbo à toute saison, partout dans tout le pays, que ça devienne une denrée obtenue rationnellement. Jusqu'aujourd'hui, 56 ans après l'indépendance. Et il y a une frange importante de notre population pour laquelle c'est un plat, c'est une nourriture de base. D'accord? Comme le reste, le haricot, le reste ailleurs. Alors quand vous regardez la manière de produire les biens qui sont nécessaires pour qu'on soit bien dans sa peau, etc., c'est une organisation de société en fonction des conditions dans lesquelles nous sommes. Parce que pour l'organisation du travail, il y a des gens super qualifiés comme les ingénieurs, les techniciens, mais pour conduire les chantiers, il y a les contremaîtres qui exécutent un plan, qui sait lire un plan, qui conçu par un ingénieur, qui distribue le travail aux ouvriers qui vont exécuter pour créer une œuvre. D'accord? Alors, maintenant, le problème, le constat, c'est celui-là. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres parce qu'il nous manque quoi? Il nous manque la nourriture. Quelle est cette nourriture? La définir. Comment nous l'obtenons? Qu'est-ce que nous faisons pour l'obtenir? Comment l'obtenons-nous? Est-ce qu'avec beaucoup de pénibilité, qui fait quoi? Comment il le fait? Etc. etc. Alors, tout ce qui a été l'ossature pour arriver à ce bien. Par exemple, la nourriture, c'est le Belge qui a décidé de créer l'INEAC. Avant l'indépendance, ça s'appelait l'INEAC. C'est-à-dire que des centres où on apprenait l'agronomie pour améliorer la qualité de ce qui se cultivait, le manioc, le maïs. Conclusion. Conclusion, si nous manquons, c'est ça, la pauvreté, c'est un manque de quelque chose.
s'il nous manque quelque chose, si nous déplorons ce manque, c'est qu'il y a une cause. Si on ne résout pas, si on ne va pas, on ne corrige pas la cause, les effets vont être les mêmes, ils vont être répétitifs, et cette pauvreté va s'aggraver puisque nous devenons de plus en plus nombreux dans le même espace qui est l'espace congolais. C'est-à-dire que nous n'avons pas intériorisé le système qui avait été mis par les Belges. Nous ne l'avons pas intériorisé, nous ne l'avons pas poursuivi. Dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de grandir au village. J'ai vu la vie villageoise. Et pour mes études, j'ai été en Europe. J'ai vu comment l'Europe s'organise. Mais pour sortir de l'économie primaire, c'est-à-dire sortir de l'agriculture pour entrer dans l'industrie, il y a des traditions, il y a des règles. Les agriculteurs se sont organisés en fonction de leurs intérêts parce que ils étaient nés là-dedans. Mais pour la suite, compte tenu du développement de la société, du plus grand nombre de gens à nourrir, etc., ils ont industrialisé l'agriculture pour satisfaire le besoin grandissant de moment qu'ils vivaient. D'accord, merci. Et pour cela, il y a un savoir-faire qui s'acquiert par la science, c'est-à-dire par l'école, par l'université, ou par la succession. Ou par la succession, évidemment, mais il y a des améliorations. D'accord. C'est-à-dire que les agriculteurs, en Belgique par exemple, ils avaient une tradition, ils travaillaient manuellement au départ, il y avait des ouvriers agricoles, comme on les appelle. Ensuite, la technologie est venue, les tracteurs, les merci, sémoires, M. Gazumba. etc. Merci. Madame Léonie, je suis triste que ce soit une femme qui prenne la parole en dernier. Comme ça, elle résume tous les arguments. Bon, je ne pense pas que je vais résumer, mais moi, je dirais, je ne sais pas si vous suivez de temps en temps une émission sur Planète, je pense, qui s'appelle Factory. Donc, c'est une émission où, par exemple, on voit des gâteaux. Tout le monde mange ces gâteaux-là. Et un jour, quelqu'un se décide comment il va produire ces gâteaux en grande quantité pour que tous les États-Unis ou toute l'Europe puissent les manger. Et vous voyez là, la nature est là, puisqu'il faut peut-être de la farine, du beurre, etc. Comment en avoir en grande quantité, comment les faire, comment créer la technologie pour avoir les dosages nécessaires, les machines nécessaires et tout, et puis comment le redistribuer. Donc, en fin de compte, comme disait M. Mobimba tout à l'heure, il faut trois choses. Il y a la nature, la technique et l'intelligence. Et ces trois choses, il faut les mettre ensemble. Quand on voit en 1960... il y avait la RDC, le Brésil et la Corée du Sud, qui étaient des pays à égal niveau de développement. Le Canada aussi. Bon, disons que moi, je vais prendre les deux exemples, les exemples que moi j'ai choisis, c'est plus facile. Le Brésil et la RDC avaient la même nature quasiment. Donc, ils avaient le même potentiel de capacité de développement par rapport aux terres agraires, par rapport au cuivre, par rapport aux métaux, etc. La Corée du Sud ne les avait pas. Mais la différence entre nous et eux, c'est que eux, ils ont mis de la technologie. La technologie, pourquoi? Ils ont créé des écoles, ils ont créé une instruction, et ils l'ont tous fait basé sur leur propre culture, sur leur vision du monde, sur leurs besoins à eux. Pas sur des besoins extérieurs venus de gens qui ont été réfléchir à Washington, Genève et New York pour savoir ce qu'on avait besoin. Au Brésil, on mangeait beaucoup de viande, on a développé les cheptels, on a fait ceci, on a fait cela. On s'est dit, si on a du cuivre, nous, on doit construire nos villes, donc on doit construire des barres de fer, des fils de ceci. Donc, ils se sont développés, ils ont créé des technologies qui devaient les amener à construire leur pays tout en pourvoyant à leurs besoins. Et l'intelligence, ils ont une intelligence politique visionnaire qui leur a permis de mettre tout ça en application. Chez nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait la nature, on l'a toujours d'ailleurs, mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'abord compris ce que nous avions besoin nous-mêmes. Parce que je me rappelle dans mon enfance, il n'y a pas tellement longtemps, par exemple, on mangeait du riz quand on venait en vacances ici, mais c'était l'osobumba. Donc, tiens, Bumba, c'est où? Ah, c'est au Congo, c'est à tel endroit. Et il y avait un riz qui était fabriqué là, il y avait des usines de transformation. Ah, et telle chose, l'huile de palme. Ah, les usines PLZ. À l'Équateur, au Bandundu, il y avait toutes ces usines. Vous aviez le café, qui était un des meilleurs Arabica et Robusta d'Afrique.
Il y avait les plantations de coton qui avaient avec les grandes usines. Et maintenant, quand on vous parle de coton, on vous parle d'Afrique de l'Ouest. Quand on vous parle de café, on vous parle d'Afrique de l'Est. Quand on vous parle de riz, en tout cas, on vous parle de la Thaïlande, on vous parle de tout le monde sauf de la RDC. Donc c'est que quelque part, à un moment... Il y a eu un accident. Non, il n'y a pas eu un accident. Il y a eu une mauvaise compréhension des choses. Comme l'a dit aussi mon collègue tout à l'heure, il a dit... Votre collègue qui Manara. Il a dit, les gens se sont battus pour conquérir le pouvoir. Or, l'objectif n'est pas de conquérir le pouvoir. L'objectif est de créer un bien-être pour aller vers le développement. Et tant que nous n'avons pas compris, que nous ne comprendrons pas qu'on prend le pouvoir pour créer le bien-être et amener au développement, le bien-être c'est quoi? C'est que les populations puissent avoir ce dont elles ont besoin. Est-ce que vous pensez vraiment, avec toutes les importations qu'on fait, les Thomson, les tout, est-ce que c'est ça que nous avions vraiment besoin? Est-ce que vraiment on a besoin de manger le Thomson? Quand il y a des malangba, il y a des mboto, il y a tout ça, ici cette pêcherie est organisée. Et quand la pêcherie s'organise, par exemple comme à Mwanda, c'est les Chinois qui font la pêcherie, ce n'est pas les Congolais. Donc, alors comment expliquer cet état de choses? Peut-être parce que plus nous avancions, moins de travail enrichissant il y avait. Non, je crois qu'on a cassé plusieurs élans. Hein. En RDC, il y a des élans qui ont été cassés, notamment avec la sahérisation. Et ensuite, un pays ne se développe pas avec les grandes entreprises. Un pays se développe avec les petites et moyennes entreprises. Et en RDC, il n'y a pas une politique d'encouragement des petites et moyennes entreprises. Donc, le moyen le plus facile pour s'enrichir jusqu'à présent, c'est la politique. Et quand on fait de la politique uniquement dans le but de s'enrichir sans vision de développement ni de bien-être des populations, automatiquement on s'égare totalement parce qu'on est dans un combat stérile. C'est un combat qui ne produit pas. Quand vous vous battez juste pour avoir le pouvoir, sans se dire, avec ce pouvoir-là, je vais faire ceci, ceci, ceci. La preuve, vous n'avez qu'à voir les campagnes de nos députés et tout ça. Vous ne voyez pas une volonté de développement de la communauté. Il dit, si moi je vais là-bas, je vais faire ça pour vous, je vais vous construire... Non. Alors, c'est pas son travail. Or, ce n'est pas ça son travail. D'abord, il n'a pas compris ce qu'il était. Donc, la définition des fonctions n'a pas été voilà. faite. Les définitions des fonctions ne sont pas faites et la vision de développement de ce pays n'existe pas. Vous voyez, la différence entre nous, en grande partie, et l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel pays d'Occident, ils ont des projets de développement jusqu'à 2050, presque 2060. Aujourd'hui, dites-moi s'il y a même un plan quinquennal en RDC. Il n'y en a pas. Quand vous voyez le DSRP, le premier, il n'a même pas fonctionné. Le DSRP 2, on l'écrit. Mais on ne l'écrit pas d'après notre vision à nous. On l'écrit d'après une vision occidentale du développement. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, pour le moment, à Kinshasa, quelque chose de dramatique, on ne construit que des immeubles. Mais l'Africain n'a pas envie de vivre au 5e étage. Qui s'effondre d'ailleurs, pour certains. Mais l'Africain, quand vous voyez la façon dont il vit, le Congolais moyen, il n'a pas envie de vivre au 5e étage. Et puis, ce ne sont pas les espaces qui manquent. En plus. Vous voyez, vous regardez dans les immeubles, hein, les gens jettent l'eau des fenêtres. Mais attendez, quand vous habitez au 5e étage... On n'a pas la culture. Voilà, on n'a pas la culture, on a l'espace, on a tout, mais on se développe sur des bases qui ne sont pas les nôtres. Alors, la nature, la technologie, l'intelligence, vous étiez un petit peu arrêté sur l'intelligence. Je crois que les experts auraient voulu que vous essayiez de développer. Parce que quand vous parlez d'intelligence et que je me transpose dans mon pays, je vois que la formation n'est pas parmi les meilleures, alors je me demande où nous allons. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre, j'ai dit la culture, elle, que ce soit la formation, l'information, l'éducation, ça doit être, ça doit avoir un ancrage culturel qui vient de l'intérieur pour tirer la sève génératrice. Sinon, ça ne donne pas un grand résultat. Et je dis également que ce que nous abordons, j'ai entendu des amis qui ont développé beaucoup de belles choses. Et je me suis tout de suite dit que nous sommes à 3 niveaux, en fait. Nous pouvons, ce même sujet ici, nous l'avons abordé au niveau de la cime de l'arbre, pour prendre l'exemple de l'arbre, du tronc et au niveau de la racine. Et à chaque niveau, nous pouvons faire le développement. Quand nous prenons la cime, là où il y a de l'arbre, il y a les fleurs et les feuilles,
Et nous pouvons dire qu'effectivement, il y a un peu d'amélioration quelque part ici en Afrique, en Amérique latine, ou bien ailleurs, en Asie, tout ça. Mais quand nous entrons en profondeur, le problème est le même pour toutes les nations qu'on appelle sous-développées ou en développement, ou je ne sais pas quel terme il faut leur donner. Pourquoi? Et c'est là que je trouvais, après mes cogitations et mes lectures, j'ai rencontré un certain Mbog Bassong, un chercheur camerounais. Et il y a Edgar Morin, je suis en train de lire, je crois, le 3e ou 4e ouvrage, qui parle de la voie. Il faut trouver une voie. Pourquoi? Parce que les trois là que j'ai pu lire, ces auteurs, ils disent que nous avons 3 grands ennemis au niveau de l'humanité actuellement. Il y a la globalisation, l'occidentalisation et le développement. Morin, c'est un Français lui-même, un grand chercheur qui est lui-même occidental. Il dit nos ennemis, c'est la globalisation, l'occidentalisation et le développement. Pourquoi? Parce que le développement qui est fait autour de la croissance, autour du profit, autour de la compétition, autour de ce qui fait que c'est toute une guerre contre l'humanité et une guerre contre la planète. Ça détruit tout, toutes les valeurs, les développements conçus de cette façon-là. Et ce développement est mené par l'Occident, qui est devenu la seule puissance mondiale après la destruction de l'Union soviétique. Et qui ne sait pas bien gérer sa propre puissance, est en train d'aller partout pour chercher les matières premières, pour chercher les marchés, pour chercher et imposer ce qu'ils veulent imposer, la démocratie, la liberté. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ça devrait se faire comment? Ben, il faut tenir compte, nous sommes une multiplicité. L'humanité est plurielle. L'humanité est multicolore. Si vous voulez faire, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs l'homogénéisation. L'homme n'est pas homogène comme ça. Et lui imposer ce qu'il faut imposer. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas, que nous allons finalement au mur. Avec ce genre de développement, où nous sommes en train de martyriser la planète, avec les ressources naturelles, avec les forêts, avec la banquise qui descend, tout ce qu'il y a comme... Maintenant on est COP 21, COP 22, tout. C'est à cause de tout cela. Et on peut dire non, la liberté, la démocratie, et les choses. Mais comme l'Occident voit cela, et ce n'est pas autrement, il y a des pays qui résistent bien entendu. Mais nous savons également qu'à côté de tout ça, d'autres pays essayent de réussir. Nous pouvons prendre l'exemple de la Corée, l'exemple de l'Afrique du Sud, du Canada, où est-ce que nous avons dit. Mais prenez l'exemple du Brésil. Mais le Brésil, avec Lula, est allé. Et avec la dame qui vient. Mais aujourd'hui, le Brésil est en train d'être détruit. Par la volonté mais par qui? Voilà. Oui. Par la volonté de qui? Regardez aussi l'autre pays là où était là où il y a Maduro. Venezuela. Le Venezuela. Et c'est par qui? L'Afrique du Sud. Lorsque Thabo Mbeki parle de la renaissance africaine, il veut aller avec ses thèses. Qu'est-ce qu'on a fait de Thabo Mbeki? Il restait 5 ou 6 mois de mandat et on l'a obligé de partir le lendemain. Pourquoi? Et, prenez par exemple... Conclusion. Je vais bientôt conclure. Bien sûr, Kadhafi a fait beaucoup de bêtises aussi au début, mais vers la fin, Kadhafi prend l'idée de la Renaissance africaine, de l'Union africaine, la Renaissance africaine, et les développements, et en organisant le pays un peu à l'authenticité, si vous voulez bien, avec des tribus et tout. Il n'avait pas la structure occidentale de l'État, mais une autre, et où les gens vivait mais sans... il était considéré comme étant l'ennemi de l'Occident parce Oui, qu'il allait oui. à contre-courant. Oui, à contre-courant des idées occidentales. Et les gens là-bas, le jeune terminait des études, il s'est marié et parfois les études n'étaient même pas payées, tout. Les niveaux de vie très élevés. D'accord. Hein? Mais pourquoi on l'a détruit? Parce que ce développement-là ne s'est pas fait dans la philosophie de la globalisation occidentale. D'accord. Monsieur Manara, je lis dans vos pensées, vous savez, quand on anime des émissions comme ça, de temps en temps vous dites oui, de temps en temps vous dites non. Vous voudriez vous focaliser sur le pays. Oui,
pour que nous puissions assumer nos responsabilités. Hein. C'est la tendance du Congolais, noyer le Congo dans la galaxie mondiale, la globalisation, et puis surtout, le même bouc émissaire, c'est l'Occident. Oui, mais déjà, M. Morin, c'est un occidental. Hein? Oui, je connais. Edgar Morin m'a enseigné. C'est lui qui m'a appris c'est quoi la rumeur. C'est un sociologue. Oui, je suis un ancien étudiant d'Edgar Morin. Il y a des choses qui sont universelles, par exemple la mathématique. Vous n'allez pas dire il faut que nous puissions, nous Congolais, inventer notre mathématique. La physique est universelle. Pour développer un pays, il y a des choses. Hein. Il y a, par exemple, on a évoqué la technologie. Pour mettre en valeur les ressources du Congo, il faut la technologie, il faut la science. On sait où est-ce qu'on a cette science, ou bien on l'acquiert soi-même, on la vole. C'est pour ça qu'il y a des espionnages. Et on l'enseigne dans les écoles. Mais en sous-bassement, il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Et c'est là où il faut situer la responsabilité. Vous savez, il ne faut pas trop parler de l'Afrique. Non, en Afrique, il y a des pays qui sont en train de se débrouiller. Vous avez parlé de l'Éthiopie. Ah oui, l'Éthiopie. Il y a des pays comme le Kenya. Il y a des problèmes tribaux qui sont là-bas. Non, il y a des problèmes tribaux, mais un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque les Ivoiriens disent dans les 15 années qui viennent, nous devons être les premiers. Non, nous serons les premiers producteurs du monde du café. Il faut les croire. Ils commencent à fabriquer du chocolat. Et quelle est la vision du Congo? Non, quelle est notre vision? Est-ce que vous pouvez me dire quel est cet homme politique qui nous dit ce que sera le pays dans les 40 années qui viennent? Quel est cet homme politique qui dit comment nous allons éradiquer le phénomène d'enfants de rue dans les 10 années qui viennent? Vous savez que le phénomène d'enfants de la rue a été vu par Mabika Kalanda déjà en 61, 62. Mais c'est ça la vision et la volonté politique. Mais je crois qu'on a eu le pouvoir en chassant belge, mais maintenant il faut utiliser. Le pouvoir c'est quoi? C'est un outil, une sorte de couteau à double tranchant. On sait l'usage qu'on en fait. Comment on a exercé le pouvoir jusque-là? Le pouvoir, on ne l'exerçait pas pour tout le monde. Hein. C'est pour ça que la grande majorité est sur les carreaux. Le pouvoir, on l'a pas... La grande majorité est sur les carreaux parce qu'effectivement, plusieurs entreprises ont fermé. Oui, mais pourquoi plusieurs entreprises ont fermé? Il y a aussi une question de volonté politique. Est-ce que nous avons... Qui peut vouloir qu'une société ferme? Non. Concluez parce qu'il ne reste plus que 20 minutes. Non, mais moi j'ai vu dans ce pays comment le pillage des entreprises a été programmé, même pas le pouvoir. Et ça, c'est incontestable, ça c'est vérifié par l'histoire. Est-ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai? Vous voulez parler de la zaïrisation encore une fois? Oui, par exemple. C'est idiot. Merci. Et je parle également des pillages. Des 92 qui étaient... Commandité. Ah oui, commandité. Casser l'outil économique. Ça, c'est une volonté politique. C'est un pouvoir qui a été utilisé pour casser l'économie. Merci. Ah ben, le même pouvoir, on peut l'utiliser pour reconstruire le pays. Le même pouvoir, on peut l'utiliser pour créer les bons laboratoires et les bonnes écoles d'ingénieurs. C'est à ce prix-là qu'on va développer le Congo. Monsieur Ganzumba. J'ai été reçu la semaine passée par un homme politique qui suit nos émissions de temps en temps et qui a dit votre émission là dans laquelle vous philosophez. C'est-à-dire que toute la dissertation que nous faisons autour de cette table reste purement philosophique, métaphysique, théorique. Mais, intello. Oui, intello, mais ça ne résout pas nos problèmes. Quels sont c'est pas à nous de résoudre les problèmes. Hein. Non, ce n'est pas à nous, mais nous devons donner des idées pour que ceux qui doivent les résoudre le fassent, puisque nous avons donné des schémas éventuellement. Regardez, actuellement à Kinshasa, lorsque vous circulez, dans la bouche de tout le monde, même les taximens que je prends régulièrement, me parlent du social. Le social, c'est l'État qui l'organise. En France, il y a la sécurité sociale qui est organisée pas par des particuliers. Évidemment, l'État a sous-traité le problème
chez les syndicats et un peu le patronat, etc., etc. Maintenant, dans le programme des candidats, du moins ceux de la droite, il y a ceux qui voudraient reprendre ça au niveau de l'État. Ça doit être Fillon ou quelqu'un de ce genre-là. Mais le problème est lequel? Le social, ça suppose que les gens ont faim. Ils n'ont pas à manger. Ils sont chômeurs. Ils ne peuvent pas trouver du travail pour se donner les revenus nécessaires à financer leur bien-être. C'est un besoin récurrent, mais il faut que quelqu'un se décide à le résoudre. Quelqu'un ou... mais non, attends. Et celui qui a intérêt à le faire, c'est celui qui est aux commandes de tout. C'est le chef d'orchestre qui donne les partitions, qui le fait exécuter par ou les instrumentistes, ou le chant, ou n'importe quoi. Donc quelqu'un doit se donner le là. Donc, sinon, on entre dans une cacophonie s'il n'y a pas une partition qui est exécutée harmonieusement par les gens auxquels on donne leur partie des choses à faire. C'est pour ça que je parlais de l'ingénieur et du contremaître. Que les gens se définissent. Je suis quoi? Je suis ingénieur. Quel est mon rôle? Je suis contremaître, quel est mon rôle? Je suis ouvrier, je suis ouvrier, quel est mon rôle? C'est le contremaître sous les ordres de l'ingénieur qui va me définir ce que j'ai à faire. Quand un maçon arrive sur un chantier, il ne dit pas ce mur, je vais le construire comme ceci. Ah non, c'est comme... Madame Kandolo a parlé tout à l'heure d'un plan quinquennal qui n'existe plus. Elle a cité des plans mais regardez, le développement du Congo belge. Léon de Saint-Moulin dit que ce qu'on a vu, les conséquences qu'on a vues en 60, par exemple pour l'urbanisation, ça date de plans décennales de 1954 à 1900, qui devait aller jusqu'à 1964. N'est-ce pas? 54. Mais les effets, on les a vus. Pour les gens qui connaissent Léopoldville, le développement de Lemba, de Bandalungu, etc., etc. Mais les plans, c'est pas ce qui a manqué. Il y a les plans Mobutu, il y a les plans, etc. Mais il ne faut pas que ça soit un slogan. Il faut l'exécuter. Il faut donner les moyens pour que ça soit exécuté. Il faut contrôler et tout ça là. Et les plans eux-mêmes doivent être exécutables. Absolument, ils ne doivent pas être chantés. C'est pas pour être chantés, c'est pour donner des résultats qui doivent devenir palpables. Quand les Belges ont fait le plan décennal, on a vu les cités. On a vu Rankin, on a vu Bandal, on a vu Lemba, on a vu Matete. Ça s'est vu. Alors maintenant, vous parliez Madame Kandolo a parlé des immeubles qu'on construit en hauteur. Normalement, les lois, notre organisation foncière fait que les parcelles sont de 20 sur 25. C'est ça à la cité. À la cité. Mais le problème qu'il y a même pour la cité, quand les Belges ont loti Kasavubu, il y a des parcelles artisanales qui ont une autre dimension. Parce qu'on a dit, là vont s'installer les menuisiers, les ferrailleurs, les gens qui vont faire des métiers, tout mais ça qui est ont besoin... réfléchi. Tout ça est réfléchi. Ok, je veux vous couper la parole, mon cher ami, parce que le temps, il tourne. Ouais. Bon, comme ça fait longtemps que vous n'avez plus parlé. Il faut qu'on cesse de philosopher on ne philosophe pour proposer des choses faisables, concrètes. Ok, Madame Mélanie ne va plus philosopher. Donc moi, je pense que quand on dit on ne va pas philosopher, c'est une fausse approche, parce que tout vient de la pensée au départ. Toute chose qui va se concrétiser est avant tout une pensée. Et tout homme politique qui veut développer un pays commence par avoir une pensée, commence par avoir une vision qu'il va partager et que auquel nous allons tous adhérer, nous allons faire une appropriation de cette vision pour aller vers le développement. Donc quand on dit que les gens philosophent, on a besoin de gens qui pensent. Et dans un pays où les gens ne pensent pas, on se retrouve dans les situations où nous sommes actuellement. Parce que les gens ne pensent pas assez, loin. Soyez concrète, allons-y. Cette parenthèse étant fermée. Non, nous sommes où nous sommes parce que nous n'avons pas compris qui nous étions. Vous savez, je vais prendre le cas des femmes. Les femmes, souvent, on est en train de revendiquer nos droits, nos ceci. Mais nous revendiquons parce qu'au départ, nous n'avons pas compris ce que nous étions. Et je crois que c'est un peu ce qui arrive. Maintenant, vous avez compris? Moi, personnellement, j'ai compris. Donc, j'espère que les autres vont petit à petit le comprendre également. Vous savez, quelqu'un, pour s'imposer, doit d'abord comprendre qui il est.
Et tant que l'Afrique n'aura pas compris qui elle est, qu'elle n'aura pas compris que c'est elle qui fait vivre l'Europe, qui fait respirer cette civilisation, l'Afrique n'évoluera pas. Qu'est-ce que vous lui conseillez à l'Afrique de faire, puisque c'est elle, selon vous, qui fait vivre elle devrait faire quoi? Mais elle devrait prendre une prise de conscience. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ont été faussées. Regardez les pays, par exemple, qui ont un développement qui est assez rapide. On va prendre l'Inde, on va prendre la Chine. On va prendre le Japon aussi. Ce sont des gens qui se sont développés sur leurs propres valeurs au départ. Nous, les Africains, pour se développer ou pour devenir un homme respectable, comme on dit, tu dois abandonner toutes tes valeurs africaines. C'était un compliment. Eh, moi, c'est Mundele Penza. Eh, Tato Mundele Penza. Or, ce n'est pas ça ta nature. Toi, ta nature, tu as ton, on va dire, ton background, ton histoire traditionnelle, ton histoire coutumière, ton histoire familiale, qui fait que tu as une vision du monde. Mais avec ton histoire, on te met dans une vision du monde qui n'est pas la tienne, dans laquelle tu dois t'adapter. Et c'est ça notre problème. Vous savez, quand on parle de recours à l'authenticité, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est parce qu'on a voulu en faire du folklore. Mais le recours à l'authenticité, c'est la façon que Kadhafi avait de gérer son pays à travers les tribus. Aujourd'hui, qu'ils ont voulu mettre une démocratie, ils n'y arrivent plus, par exemple. Je voudrais vous couper, on n'a plus beaucoup de temps. Mais vous ne m'avez pas laissé vous parler. Non, vous allez parler 2 minutes. Qu'est-ce que vous auriez voulu que l'Afrique fasse? Que nous nous fermions, qu'il y ait une sorte d'autarcie ou... Allez, on dit quelque chose. Non, l'autarcie en soi-même n'est pas bonne. Mais quelque part, à un moment, on peut s'arrêter. Il y a des pays qui ont dit, nous, on arrête, par exemple, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire, on ne veut plus prendre de dettes, on voit un peu ce qu'on peut faire nous-mêmes. Bah, écoutez, si au Congo, on arrivait à faire une vraie mobilisation des recettes, est-ce que vous êtes sûr que nous ne pourrions pas nous développer? Parce que moi, je me demande toujours, dans un pays où les personnes qui vivent dans le pays sont plus riches que l'État, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que l'argent doit bien venir de quelque part. Si moi, je construis des immeubles, ben, si mon État ne s'enrichit pas, c'est soit que je ne paye pas mes impôts, donc il y a quand même un problème quelque part. Donc moi je crois qu'on doit se poser des questions sur notre propre vision du monde. Pourquoi nous voulons rester dans ce pays? Pourquoi nous voulons le diriger? Comment nous voulons aller de l'avant? Merci Léonie. Alors très rapidement. Oui, très rapidement, je prends là où Léonie était. C'est que l'Asie, la Chine, c'est à partir des bases endogènes. Je ne veux pas le répéter assez. Aujourd'hui, nous avons été cassés. Toute la culture a été cassée. Nous ne sommes pas conscients. Il y a plusieurs générations. Nous sommes peut-être à la 3e génération des mutants. Des gens complètement sortis de leur propre nature pour devenir autre chose. Et nous réfléchissons toujours comme nos ancêtres gaulois et nous dansons sur le pont d'Avignon. Et donc, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Donc, nous ne pouvons pas, à partir d'une culture qui n'est pas la nôtre, nous nous retrouvons que nous n'avons pas maîtrisé. Nous sommes ni africains ni occidentaux tout à fait. Mais c'est vrai, je suis d'accord que pour arranger nos rues qui sont le trou ici alors que les taxes sont payées, ce n'est pas l'Occident qui a la faute, qui doit venir le faire. Mais in fine, c'est une conséquence de tout cela. Et donc, il y a lieu, comme Mabika Kalanda l'a écrit en 63, de faire la remise en question. Il faut remettre en question toutes les valeurs pour refonder, trouver de nouvelles voies. C'est à cela que les autres, aujourd'hui, les grands pasteurs sont en train de penser à cela. Et nous savons que la tâche du Congo, elle est difficile, comme le disait le président Mobutu, il n'est pas facile d'être le Zaïre. Parce que quand en 1990, quelque chose, Diego Cao est venu, il n'est pas entré dans tous les pays qui sont devenus des pays d'Afrique aujourd'hui. Quand en 1885, Léopold, à la conférence de Berlin, on n'a pas fait les traces d'abord de toute l'Afrique, mais c'est surtout le Congo. Et depuis lors, nous avons un impact, le poids que nous avons de cette globalisation n'est pas à mesurer avec les autres. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester comme ça, te dire que c'est la faute des autres. Non, nous devons chercher une nouvelle voie. Aujourd'hui, il y a 2 possibilités, il n'y en a pas beaucoup. Ou bien nous acceptons que nous, on ne peut plus rien. Venez nous recoloniser, et ils viennent, ils prennent tout, et nous n'avons plus rien à dire, et nous allons vers le développement. Ou bien nous disons que nous pouvons réfléchir et sortir des cendres de notre culture d'autres voies, et contribuer avec d'autres voies
au rendez-vous du donner et du recevoir Dans et le- bâtir une nouvelle vision du monde et de l'humanité qui ne soit pas ce que la globalisation nous a amené. Bâtir ça à partir du Des Congo, bases endogènes. dans lequel... Et avec l'apport congolais, les Congolais, compte tenu des difficultés et de l'impact qu'il a, il peut, à cause de cela, trouver Merci. des forces de résilience Merci. nécessaires. Monsieur Manara, vous allez conclure cette émission. Je vous dis simplement ceci, que le Congo ne sera pas construit par les Américains, etc., ou les Chinois. Non, le Congo sera construit par nous. Et pour ça, il y a un prérequis. C'est la volonté politique. Il faut absolument que nous puissions mettre au service du Congo le pouvoir que nous avons arraché aux Belges. Et c'est la gestion. Nous devons gérer nos ressources. Et vous allez voir qu'au-delà de la gestion, il y a beaucoup de choses que ça suppose. Cela veut dire qu'il faut nous doter, former, il faut une bonne école, une très bonne administration. L'administration, c'est un outil de développement. Les écoles, c'est ça qui libère l'homme, qui nous permet de mettre en valeur nos ressources. Et ça, c'est une histoire du Congo. Et il faut absolument, cessons de regarder très loin. Autour de nous, les gens se développent. Les pays comme le Botswana, ce sont des pays qui se développent en silence, mais ils se développent. Lusaka, la Zambie, ces pays se développent parce qu'ils commencent à se doter de choses qui nous sont encore lointaines, telles que les statistiques, l'outil statistique. Vous pouvez demander en Éthiopie, ils vous donnent des statistiques que nous... Ça, ce n'est qu'un exemple. La première chose, c'est qu'il faut absolument une vision. D'accord. Une volonté nationale de développer. Et ils ne cherchent pas les boucs émissaires ailleurs, sinon, ça c'est le discours des années 60. Hein. Merci. Et j'ajoute pour terminer et conclure cette émission que nous devons, je crois, prendre conscience que nous avons fort à faire parce que l'Afrique attend beaucoup de ce pays et ce n'est pas un hasard si nous sommes situés là où nous sommes. Nous avons une grande vocation de développement de cette Afrique qui attend que nous puissions prendre l'envol afin que tout le reste puisse suivre. Merci d'avoir suivi ce numéro. À la prochaine.